La dernière vidéo hashtag Battons Mieux a conduit à beaucoup de réactions et beaucoup de critiques très intéressantes qui pour beaucoup viennent du fait que j'ai surtout manqué beaucoup de clarté dans la vidéo précédente en parlant notamment du cas des white suprémacistes. Je pense que c'est un peu dévié la discussion vers d'autres sujets alors que le sujet principal de la vidéo c'était vraiment le succès de la bienveillance et c'est pour ça que j'ai renommé la vidéo ainsi. Car vraiment le point vraiment intéressant que je voulais signer dans la vidéo, c'est suite aux lectures de Christian Piccioni, l'observation selon laquelle être bienveillant, c'est en fait quelque chose qui semble très efficace pour amener des gens très retranchés dans leurs convictions à prendre du recul sur leurs convictions, à réfléchir sur leurs convictions et à chercher à mieux les justifier, voire à les remettre en question. Finalement, c'est vraiment ça, je pense, le plus intéressant dans la démarche de Piccioni, c'est que c'est une démarche qui semble efficace pour amener les gens à mieux réfléchir, à prendre le temps plus de la réflexion. Et ça, c'est valable pour à peu près n'importe quelle sorte de conviction. C'est pas du tout spécifique aux white suprémacistes, que les gens soient retranchés dans leurs convictions politiques, dans leurs convictions conspirationnistes, dans leurs convictions écologistes ou dans leurs convictions bayésiennes. Parfois on va tellement loin dans ces choses qu'on ne prend pas forcément suffisamment de recul et on ne prend pas forcément en compte toutes les différentes perspectives. Et quand on nous défie dans un débat, il nous arrive très souvent de nous retrancher dans ses convictions et voire d'aller plus loin encore dans ses convictions. Et l'approche de Piccioni semble extrêmement bonne pour éviter cela, éviter que les gens soient en mode réactance, les amener davantage à réfléchir, ce qui semble extrêmement bénéfique dans le monde extrêmement complexe dans lequel on vit. Et même plus généralement, le succès de la bienveillance a finalement peu à voir avec la radicalisation. C'est vraiment quelque chose qui semble efficace. Notamment un des exemples, c'est pour enseigner les mathématiques. Sans qu'un minimum de bienveillance envers l'étudiant, chercher à vouloir son bien et pas uniquement le saquer à l'examen, c'est indispensable pour amener les étudiants à mieux réfléchir et à progresser en mathématiques en tout cas. Et il me semble que c'est quand même quelque chose qui s'applique au-delà de l'apprentissage des mathématiques. Alors ceci dit, dans la vidéo précédente, il y a une petite visée politique, sans en aller jusqu'à chercher à déradicaliser certaines sous-populations avec certaines convictions. Piccioni le dit lui-même, on vit dans un monde qui est de plus en plus polarisé, où il y a de plus en plus de tensions qui peuvent dégénérer. Twitter en particulier n'aide vraiment pas. Le clash est particulièrement mis en avant et est particulièrement addictif également. Et d'après Piccioni, si on veut stopper les vagues de haine qui sévissent sur Internet et IRL, il est indispensable qu'on se mette davantage à discuter, et pour que les discussions se passent bien, il est indispensable qu'on cherche davantage à ressentir de la compassion et de la bienveillance envers des personnes qui ont pourtant commis des actes ou disent des choses qu'on trouve absolument atroces. There are two very distinct realities, and we really need to build, if we ever hope to eliminate some of this or to change people's perspective, we have to be willing to build that bridge and have very, very uncomfortable, discussions with them. And sometimes they're people that, we love and we think we understand, but when we hear something like that, we think, who is that person? I don't know that person. Well, that person's the same person. They've just had something appear in their path that changed their direction at some point, that pothole. Just, listen, I think, more than you speak. People don't necessarily like to be talked to, they like to be heard. So, listen, but also hold people accountable. It's important to do that. If you hear something that is not right, or an action that you clearly know is hurting somebody else, including that person, hold that person accountable, but also listen, because that'll give you the clues on how to build that bridge. Alors je vous raconte tout ça, mais je dois bien dire qu'à titre personnel,
Ça me fait un peu bizarre de parler de tout ça parce que je me sens absolument pas à la hauteur, je me sens absolument pas au niveau en tout cas de Christian Piccioni et même de ce que je pense que, du niveau que je pense que je devrais avoir, en tout cas dans un monde idéal. Donc il y a énormément de progrès à faire et ça m'embête beaucoup de paraître pour quelqu'un qui donne des leçons. C'est bien sûr pas du tout la posture que j'aimerais avoir ici. Ce que j'aimerais davantage, c'est qu'on réfléchisse ensemble à comment mieux débattre, que chacun d'entre nous réfléchisse à quelles sont les manières d'avoir des discussions qui sont plus productives, plus utiles pour tout le monde, plus bénéfiques pour tout le monde et pour la société. Et en cela, l'approche de Christian Picciolini, mais également d'autres, d'Errol Davis ou encore ContraPoints, dont a parlé Vlanx dans ses 2 dernières vidéos, toutes ces approches-là me semblent relativement négligées. Ce n'est pas celles auxquelles on pense en priorité. Du coup, je trouve ça intéressant de les mettre beaucoup plus en avant que c'est le cas, d'autant que elles semblent vraiment également efficaces. Bref, ces vidéos, c'est plus pour essayer de présenter les approches qui me semblent les plus efficaces pour mieux débattre. Ce n'est pas du tout des éléments que je mets en avant pour essayer de prétendre que je débat mieux que les autres. Absolument pas. Je vois les principes que je devrais appliquer, mais en pratique, c'est super difficile, j'y arrive pas toujours. Et je suis très loin de l'idéal que j'essaie de décrire dans ces vidéos hashtag Bâton Mieux. Alors ceci étant, si je fais cette vidéo, c'est pas uniquement pour présenter mes excuses, c'est également pour essayer de clarifier ce qui n'était pas clair dans la vidéo précédente, pour essayer de mieux comprendre les idées de Picciolini et que l'on cherche à mieux les disséquer, voir ce qui marche bien, ce qui ne marche pas, et dans quelle mesure chacun d'entre nous peut chercher à les appliquer ou au moins progresser dans leur application. Première question qui est apparue très souvent en réaction à la vidéo précédente, c'est est-ce qu'il faut débattre avec des nazis ou des gens, disons, très extrêmes? C'est un débat, c'est une question qui est très débattue dans toutes sortes de milieux et ça envoie énormément de notions psychologiques et sociologiques qui sont elles-mêmes très complexes. Donc voilà, mesurez bien l'étendue de mon ignorance et chercher d'autres informations, d'autres perspectives pour compléter tout cela. Alors j'ai essayé de beaucoup m'informer bien sûr à ce sujet et ce qui en ressort, c'est que déjà si vous vous lancez directement comme ça pour la première fois dans des débats avec des gens très retranchés dans leurs convictions, c'est dangereux quoi. C'est vraiment dangereux et ça paraît beaucoup dans le livre de Picciolini. Tous les gens très radicalisés ne sont pas bienveillants, ne seront pas bienveillants par défaut avec vous. Ils peuvent être très bienveillants les uns avec les autres, mais pas forcément avec des gens qui ne sont pas les leurs. Et du coup, c'est très important de faire attention déjà pour commencer à soi-même, à son bien-être et à sa sécurité. Et en plus de ça, il est bon de garder en tête que si vous vous y prenez mal, il y a des chances que vous aggraviez la situation. Il est possible que, par exemple, en débattant mal avec quelqu'un qui est déjà retranché dans ses convictions, le fait que vous n'ayez pas de bons arguments pour défendre votre position fasse que l'autre augmente sa crédence en le fait qu'il a raison et que l'avis contraire est un avis très mal informé. Et ça, c'est particulièrement le cas, c'est le cas dans de nombreux domaines, mais c'est notamment le cas des théories conspirationnistes, par exemple la théorie de la Terre plate. Il vaut mieux pas engager un débat sur cette théorie avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, parce qu'il s'y connaît beaucoup, il connaît beaucoup d'arguments, par exemple en faveur du fait que la Terre est plate, et il a également appris beaucoup de façons de mettre à mal les arguments naïfs en faveur de l'idée que la Terre n'est pas plate. Donc en engageant un débat avec ces personnes-là, surtout si vous rentrez dans un débat d'idées, il y a vraiment un risque que l'autre personne augmente sa crédence en une croyance erronée. Donc débattre avec des personnes très retranchées dans leurs opinions, ça peut être contre-productif. Du coup, il vaut mieux bien se préparer avant d'engager de tels débats et même réfléchir à, en tout cas, peser la balance coût-bénéfice au fait d'engager un débat avec ces personnes-là.
Ça va être d'autant plus le cas si le débat est public, puisque si le débat est public, vous n'influencez pas uniquement la personne avec qui vous débattez, mais également potentiellement toutes les personnes qui regardent le débat. Et du coup, il y a vraiment un risque que le débat soit en fait très nuisible, que les mauvais arguments gagnent dans le débat. C'est quelque chose qui malheureusement arrive très souvent dans des débats très publics, très politisés, très médiatisés. Et du coup, au moins commencer par des débats privés avant d'engager des débats publics, ça semble être une bonne chose, en tout cas une chose qui serait plus robustement bénéfique pour éviter des effets secondaires indésirables. Deuxième question qui est apparue souvent, c'est est-ce qu'il faut exiger des victimes d'une agression qu'elles éprouvent de la compassion envers les auteurs de l'agression? Et très clairement, la priorité dans ce genre de situation, surtout à chaud, c'est de prendre soin des personnes qui souffrent, en particulier ici de la victime. Et en fait, exiger quoi que ce soit de quelqu'un d'autre, que cette personne soit l'agresseur, et encore plus si c'est la victime, exiger quelque chose, qu'elle change de comportement et en particulier qu'elle éprouve de la compassion pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de finalement très virulent, de très, très violent. On est en train d'exiger quelque chose de quelqu'un d'autre, surtout si on l'exige, on lui dit qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, ce sera perçu comme quelque chose de très virulent et absolument pas bienveillant. Donc justement, le message de la vidéo précédente, c'est de chercher à développer plus de compassion et d'empathie pour tout le monde, donc ça inclut les victimes. Là où c'est un peu étrange, la vidéo précédente et les idées de Piccioni, c'est d'encourager la compassion pour aussi les agresseurs, non pas tant parce qu'ils le méritent, mais parce que c'est ce genre de compassion qui semble le plus efficace pour amener les gens à se questionner et à changer leur comportement. Après tout, il est difficile de changer les agressions qui ont déjà eu lieu, malheureusement. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de réduire les risques que l'agresseur se remette à agresser d'autres personnes. Et l'idée de Piccioni, c'est que la meilleure stratégie pour y arriver, pour réduire les risques d'agression future, c'est en fait de commencer par éprouver de la compassion, de comprendre, de sentir de l'empathie, notamment cognitive, comprendre pourquoi est-ce que l'agresseur a commis cette agression, qui est une question souvent très très vaste, qui prendra beaucoup de temps à disséquer, mais d'après Piccioni, le faire et montrer aussi à l'agresseur qu'on le fait vraiment pour son bien, pas juste pour qu'il arrête de commettre des agressions, c'est quelque chose qui semble extrêmement efficace pour réduire les agressions futures. Une chose sur laquelle je pense que ça vaut le coup d'insister, c'est le fait que faire ce qu'on appelle parfois du tone policing, ou du sea lioning, c'est des termes anglophones, je ne connais pas trop leur traduction. Ces techniques consistent à exiger le calme de certaines personnes ou à les envahir de questions, mais de questions virulentes, de questions qui les poussent dans leur retranchement, de questions qui risquent de faire sentir mal plutôt que les aider à développer leurs idées. Ces deux approches sont en fait extrêmement virulentes et absolument pas bienveillantes, puisque c'est des approches qui souvent cherchent à piéger l'autre. Ces approches sont évidemment absolument pas ce qui est préconisé par Christian Piccioni. Au contraire, ce sont des signes de malveillance, c'est-à-dire vouloir le mal de la personne avec qui on parle. Et un point qui est lié à ça, je pense qu'il est intéressant de faire la distinction entre le calme et la bienveillance, parce que en fait, on peut être très malveillant en restant calme, parce qu'on peut par exemple vouloir être calme juste parce qu'on voit que ça énerve l'autre, auquel cas c'est un calme très malveillant. Être bienveillant, vouloir le bien de l'autre, ça se limite pas du tout à être calme, c'est également typiquement ressentir et exprimer de la compassion et de l'empathie pour ce que subit l'interlocuteur. Une autre question qui est apparue souvent, c'est est-ce que la méthode de Piccioni peut être vue comme de la manipulation? Est-ce que ça ne serait pas finalement une façon pour manipuler l'interlocuteur et l'amener à croire ce qu'on veut qu'il croie? Le mot manipulation est extrêmement connoté. Je pense que c'est important de faire attention
aux mots qui sont très connotés, notamment qui ont un rapport flou sur connotation assez important. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une stratégie pour convaincre. C'est-à-dire qu'on peut le présenter comme si votre but est de convaincre. Il se trouve que la méthode de Piccioni semble particulièrement efficace et je vous rappelle, la méthode de Piccioni, ça commence par aider l'autre, vouloir le bien de l'autre, chercher à résoudre ses problèmes. Donc, voilà, on peut voir ça comme une stratégie efficace pour convaincre. De façon aussi intéressante, c'est une stratégie qui aura pour but instrumental et du coup pour but, au bout d'un moment, le bien de l'autre. Donc c'est une stratégie qui est également extrêmement bienveillante, et pas bienveillante dans le sens signaler le fait qu'on veut le bien de l'autre, non, bienveillante dans le sens où on veut vraiment le bien de l'autre. Je pense qu'il faut dépasser le signalement de la vertu, le signalement du fait qu'on veut aider l'autre, et être beaucoup plus activement dans une véritable aide et écoute de l'autre pour que la stratégie de Piccioni devienne efficace. Et on peut essayer d'entraîner ses talents d'acteur, mais la plupart d'entre nous ne sommes pas des très bons acteurs, surtout c'est difficile de garder un personnage pendant une longue discussion, surtout si la discussion commence à durer des heures. Ce qui marche, pour que ça marche vraiment, la meilleure stratégie, ça semble vraiment de ressentir de la compassion et de l'empathie, de vraiment vouloir le bien de l'autre. Et vouloir le bien de l'autre, il me semble que c'est quelque chose de vraiment très, très, très souhaitable, très désirable d'un point de vue normatif. Bon, bien sûr, ça c'est mon avis normatif, ça se débat, mais il me semble que la plupart d'entre nous, on est prêt à dire que si l'autre va mieux, c'est pas forcément si mal en général, sauf si on déteste l'autre et on lui veut son mal, mais dans ce cas, on n'est pas bienveillant. Alors, de façon très liée à cela, une autre question qui est apparue souvent, c'est est-ce que compatir avec l'agresseur, c'est du coup l'excuser? Est-ce qu'être bienveillant envers quelqu'un, c'est forcément dire que cette personne est une personne bien? En fait, non. Bienveillant, c'est vouloir le bien. En tout cas, tel que je l'utilise, le mot bienveillant signifie vouloir le bien de l'autre, mais ça ne veut pas dire que l'autre est bien. C'est une distinction importante à faire, et en particulier, on peut être très bienveillant, en tout cas Piccioni arrive à être très bienveillant envers des gens dont les actions sont des actions que Piccioni considère atroces. Et de façon intéressante, il n'est en fait pas incompatible de vouloir le bien de l'autre tout en voulant qu'il soit puni, tout en voulant qu'il subisse quelque chose qui lui permette de se souvenir de l'agression qu'il a faite par exemple, et que c'était mal, et que dans le futur il ne commettra plus ce genre de choses, parce qu'on peut se dire que pour son bien, c'est aussi une bonne chose qu'il arrête ce genre d'agression, et qu'il cherche davantage à s'améliorer, notamment d'un point de vue moral et épistémique. Tout ça bien sûr ça a à voir avec le rôle qu'a la justice dans nos sociétés, mais également à titre individuel, et il arrive en effet très souvent que, par exemple, des parents ou des enseignants punissent des élèves tout en voulant leur bien. Ça me permet de faire une autre clarification sur le mot bienveillance. En tout cas, si on prend littéralement vouloir le bien de l'autre, ça ne veut pas dire être bisounours. Je pense que c'est une analogie qui est souvent faite et qui me semble très potentiellement problématique, puisque typiquement, on a tendance à penser que le bisounours pense que tout le monde est gentil. Or, c'est pas le cas. En tout cas, beaucoup de gens commettent des choses atroces et vont probablement continuer à commettre des choses atroces, surtout si on n'intervient pas. Ça, c'est quelque chose de descriptif, c'est quelque chose qui fait partie de la prédiction. Et pour avoir des débats constructifs, il est très important de prendre toute la mesure de cette dimension descriptive, prédictive. Bien savoir ce que les gens sont amenés à faire. Et si on se dit bisounours, il y a un risque à ce qu'on se ferme un petit peu les yeux et qu'on oublie par exemple les atrocités commises par d'autres, mais également les atrocités que d'autres vont probablement commettre, surtout en l'absence d'intervention. Je pense qu'un meilleur exemple de ce qu'être bienveillant est, c'est l'exemple de Christian Piccioni et d'autres, qui sont des gens qui sont vraiment bienveillants. Surtout Piccioni, on sent qu'il veut le bien des personnes qu'il cherche à déradicaliser, mais il n'est pas non plus naïf ou il ne pense pas que tout le monde est gentil par défaut. Il est notamment extrêmement prudent vis-à-vis des risques que posent toutes les personnes dangereuses, à commencer par exemple beaucoup de dérives
de white suprémacistes qui sont auteurs de plus d'attentats, par exemple aux États-Unis, que de terroristes islamistes. Et en cela, le terrorisme des white suprémacistes est sans doute bien plus préoccupant que celui des islamistes radicaux. Alors, une autre question qui est très récurrente, et pas seulement par rapport à la vidéo précédente, mais très récurrente vis-à-vis de hashtag débattons mieux, c'est la question de savoir est-ce que la virulence c'est mal. Eh ben, j'ai envie de dire, en soi, la virulence, surtout si elle n'affecte personne, elle n'est pas nécessairement mal. Si la violence envers quelqu'un, ça va avoir au moins un petit coup moral, au moins le bien-être de la personne victime de la virulence. Mais parfois, comme on l'a vu, punir c'est utile. Et du coup, la violence, c'est pas systématiquement mal par défaut. Ça dépend de la balance coût-bénéfice entre les avantages d'être virulent et les effets secondaires néfastes de cette virulence, par opposition à une stratégie basée sur la bienveillance, telle que celle de Picciolini. Il y a des cas où il me semble que cette virulence est vraiment utile, où rappeler les personnes à l'ordre de façon parfois un peu brusque permet vraiment un changement de comportement. Mais il me semble aussi que les conditions dans lesquelles la virulence est vraiment efficace et utile sont beaucoup plus faibles que l'ensemble des cas où on va penser instinctivement à utiliser de la virulence. Et la raison pour ça, c'est que la virulence est souvent très instinctive et du coup, on a tendance à sauter des étapes de réflexion et à arrêter notre réflexion une fois qu'on est devenu virulent. Et en particulier, dans ce genre de cas, ça peut être beaucoup plus difficile de prendre le temps de réflexion pour mesurer les effets secondaires de notre virulence, qui en fait semblent loin d'être négligeables. Une autre chose qui est difficile lorsqu'on commence à être virulent, c'est d'envisager le contrefactuel, c'est-à-dire ce qui se passerait si on avait une réaction beaucoup plus bienveillante, toujours une réaction marquée, mais plus bienveillante. Et le livre de Picciolini est vraiment fascinant en tant que tel, puisqu'il nous offre un peu une idée de ce qu'on pourrait atteindre si on adoptait cette seconde stratégie plutôt que la stratégie qui nous vient immédiatement à l'esprit. Bref, la virulence, surtout la virulence instinctive, c'est quelque chose qui me semble sous-optimal, parfois même très indésirable, car ça a des effets secondaires potentiellement énormes. Et que donc la virulence, ça peut être largement une solution si on a bien réfléchi, on a bien pesé, fait la balance coût-bénéfice, on a bien pesé le pour et le contre, et on s'est dit en effet, là être virulent, ça sera très efficace. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que c'est utile de se dire davantage que par défaut, la virulence, c'est pas la bonne stratégie, parce que ça va freiner notre instinct et ça va nous aider à passer beaucoup plus en mode réflexif. Et ensuite, on peut commencer à faire une balance coût-bénéfice, essayer d'être aussi bienveillant pour collecter un peu de données pour savoir quel est l'impact d'être bienveillant au quotidien. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pu mesurer seulement au cours des dernières années, parce que ça ne fait que quelques années que je réfléchis à hashtag débattons mieux et que je cherche à être bienveillant. Et voilà, j'ai des données parfois qui me surprennent sur l'efficacité de la bienveillance. Ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, de m'excuser sur Twitter et d'être surpris de la réaction des autres une fois que je me suis excusé. Ça peut être très très déroutant. Et en tout cas, c'est des choses à prendre en compte quand on cherche à estimer s'il vaut mieux être virulent ou s'il vaut mieux prendre le temps de réflexion et chercher à être plus bienveillant et typiquement à l'écoute et faire l'effort de ressentir de la compassion pour l'autre. Enfin, une dernière question qu'on m'a remontée, c'est est-ce qu'on peut résoudre tout avec le débat et la discussion? Est-ce que vraiment c'est la solution à chaque fois? Là, j'ai envie de dire non. Parfois, la discussion, le débat, même très très long, déjà c'est un coût, hein, ça prend du temps de débattre, de vraiment prendre le temps de débattre en écoutant. Ça prend beaucoup de temps, donc clairement c'est pas une solution qu'il faut adopter tout le temps. Et parfois même l'histoire de la philosophie nous montre que même sur des questions débattues pendant des siècles par des gens très brillants et
souvent très bienveillant, on peut être sur une impasse et ne pas avoir de consensus. Et il faut l'anticiper. Je pense que c'est très important de se dire que la discussion n'aboutira pas tout le temps. Il ne suffit pas de délibérer pour que tout aille bien. Et dans ce genre de situation, il y a plusieurs solutions historiques qui ont été utilisées. L'une d'elles, c'est utiliser la force. La force, ça va être la loi du plus fort. Si les plus forts sont du bon côté, on peut dire que, et s'ils sont nettement du bon côté, on peut dire que c'est peut-être une bonne chose. Il faut qu'ils soient nettement du bon côté, parce qu'il y a un coût à entrer en guerre notamment. Bref, la force, faut vraiment être sûr de soi que c'est la bonne solution et sûr que les effets secondaires d'utiliser la force ne seront pas trop dévastateurs pour se dire que c'est la bonne solution. Et surtout, il faut comparer ça à d'autres solutions contrafactuelles. Et il se trouve qu'il y a pas mal d'autres solutions beaucoup plus paisibles, beaucoup moins violentes, qui ont beaucoup moins d'effets secondaires néfastes, comme par exemple le fait d'utiliser des scrutins. Et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a beaucoup fasciné dans ma propre recherche, quand j'ai étudié par exemple le scrutin de Condorcet randomisé. C'est le fait de me rendre compte que utiliser de telles méthodes, c'était aussi une façon de résoudre le problème de la délibération qui ne termine jamais. Alors ceci dit, il ne faut absolument pas voir le scrutin de Condorcet randomisé comme une solution à tout. En fait, le scrutin de Condorcet randomisé est malheureusement très restreint puisqu'il ne permet de faire des votes que lorsque le nombre d'alternatives est faible. Or, si on prend des problèmes complexes comme que faire par rapport au changement climatique, il n'y a pas 3 solutions, il faut choisir une parmi 3. Il y a un nombre combinatorial de solutions possibles, d'investissements possibles, il y a un nombre énorme de décisions à prendre. Et pour prendre toutes ces décisions, le scrutin ne va pas fonctionner, donc il va falloir des méthodes combiner parfois certaines méthodes plus délibératives, parfois certaines méthodes qui sont plus des scrutins, ou voire des formes de scrutin plus sophistiquées dont on parle notamment dans le livre Le feu a valu chantier, qui ne serait pas juste sur un petit nombre d'alternatives, mais sur des objets combinatoriaux. Bon, c'est la recherche encore très fascinante, mais malheureusement qui n'est pas du tout mature encore à l'heure où je vous parle, même s'il a beaucoup progressé avec notamment le fantastique article We Build AI. Bref, il y a encore beaucoup de réflexions à faire sur plein d'aspects psychologiques, sociologiques, algorithmiques, mathématiques, pour essayer de nous amener à prendre des meilleures décisions ensemble. Et parfois, ces meilleures décisions n'incluront pas le fait d'avoir des débats qui durent 6 heures par jour pendant 1 an. Alors, une chose que j'aimerais rajouter par rapport à tout ça, c'est cette idée selon laquelle le compromis est quelque chose au milieu et forcément la bonne issue d'un débat. Non, par exemple, sur des questions par exemple de maths, si une personne pense que 1 plus 1 est égal à 2 et l'autre pense que 1 plus 1 est égal à 3, le compromis entre leurs deux solutions, qui serait du coup 1 plus 1 est égal à 2,5, j'imagine, ça serait sans doute pas la bonne solution à atteindre. Donc non, le fait d'être au milieu n'est pas forcément la bonne issue d'une discussion, notamment si la discussion est constructive. On peut imaginer que certaines positions défendues dans le débat vont peser beaucoup plus que d'autres positions défendues dans le débat et que du coup, après délibération, peut-être que les gens se mettront d'accord vers quelque chose qui était en fait très proche de ce que l'une des personnes dans le débat a initialement proposé. Mais peut-être que de façon plus intéressante, je pense qu'il est bon de souligner que les débats ne sont généralement pas unidimensionnels. Lorsqu'on se demande 1 plus 1 est égal à combien, on ne se demande pas juste est-ce que c'est égal à 2 ou à 3 ou à quel nombre entre les deux. Souvent il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Par exemple, on peut se demander dans quel corps des nombres on compte. Par exemple, si on compte en base 2, on peut avoir des réponses plus intéressantes, on peut avoir plus de subtilité. En tout cas, les subtilités peuvent être très intéressantes. Et pour ça, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Syllabus qui porte sur la plus grande claque de vulgarisation qu'a reçue Viviane, qui est une vidéo que je recommande absolument, où la question c'était sur la dangerosité des ondes. Et en particulier, un prof avait introduit une conférence en posant la question est-ce que les ondes sont dangereuses? Et la question c'est pas oui, non, 50%. La réponse vraiment intéressante, c'est oui, il y a des ondes dangereuses,
mais non, toutes les ondes ne sont pas dangereuses, et comprendre quelles ondes sont dangereuses dans quelles circonstances, c'est un problème en tant que tel. Et les subtilités là sont absolument critiques, puisque ça va permettre, mieux répondre à cette question, va permettre de concevoir par exemple des compteurs Linky ou des antennes 5G plus sécurisées, qui n'auront pas de problème de santé. Et voilà, il y a beaucoup de recherches sur ça, et beaucoup de normes qui sont mises en place. Et voilà, parfois les gens ont été surpris de se rendre compte que les trucs étaient plus dangereux que d'autres. Mieux comprendre toutes ces subtilités, c'est absolument critique pour naviguer dans notre quotidien. Se dire que voilà, utiliser un four à micro-ondes, en fait c'est pas dangereux, quoi. C'est beaucoup moins dangereux que tant de choses d'autres qu'on fait en quotidien, comme juste marcher au bord d'une route. Mais à l'inverse, être exposé au soleil comme je suis là, sans crème solaire, c'est recevoir des ondes qui, elles, peuvent potentiellement être très néfastes et très dangereuses. Bref, si vous en êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de votre attention, de ce gros effort d'écoute de votre part. Merci beaucoup. J'espère que cette longue discussion a permis de clarifier certains points. Alors, une dernière chose pour conclure, c'est le fait que dans la vidéo précédente, j'ai omis pas mal de choses. Je pense qu'en effet, la vidéo précédente était très améliorable. Il y a beaucoup de choses que j'ai mal faites. Me dire ça augmente aussi ma charité interprétative et en tout cas mon envie d'être plus charitable interprétativement envers ceux qui font des vidéos plus courtes ou qui écrivent des tweets plus courts. Parce que voilà, quand on écrit un truc court, forcément on va omettre des choses, on va dire des choses avec des sous-entendus qui risquent d'être mal interprétés. Je pense que c'est utile de chercher à être davantage à leur écoute, de les aider à mieux exprimer leurs idées, voire de les aider à mieux exprimer leurs idées, et ensuite de les aider à résoudre les problèmes qu'ils veulent résoudre, avant peut-être ensuite de chercher à leur montrer comment ils peuvent progresser dans leur propre démarche. Sur ce, je vous remercie à nouveau de votre attention, je vous fais des gros bisous, et j'espère que ceci vous amènera à réfléchir davantage aux idées de Piccioni, voire à chercher à les appliquer vous-même dans les repas de famille par exemple, ou sur Twitter.